à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui. Merci à nos panélistes de nous avoir rejoints également. Donc, Legal Hackers est un mouvement américain et international avec un statut d'association, US Non-Profit, présent dans 168 villes dans le monde sur 6 continents. Il regroupe plus de 30 000 membres, tous bénévoles. Il réunit avocats, entrepreneurs, designers, ingénieurs et universitaires qui explore et développe des solutions créatives répondant aux enjeux émergents liés à l'interconnexion du droit et de la technologie. À travers des meet-ups locaux, hackathons, ateliers ou bien des conférences comme aujourd'hui, Legal Hackers aide à identifier les limites et opportunités lorsque la technologie peut améliorer et être utile à la pratique du droit, et quand le droit et la politique peuvent s'adapter à une technologie en constante évolution. Legal Hackers est présent en France dans 2 villes, Toulouse et Paris. Les événements sont publiés sur l'application Meetup. Aujourd'hui, notre sujet s'intitule « Nouvelle mobilité » et le droit dans tout ça. Il est réalisé en partenariat avec l'Informaticien, magazine de référence des professionnels de l'informatique, et le Village de la Justice, qui est le premier magazine en ligne juridique destiné au métier du droit. Qu'entend-on par nouvelle mobilité ? Quel est le rôle de la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019? Comment bien cadrer les nouvelles mobilités sans les tuer dans l'œuf? Comment le droit commercial, le droit du travail, peut-il aider à protéger les individus sans pour autant empêcher ces innovations de se développer? Le droit peut-il même aider à l'émergence de ces innovations? Pour traiter ce sujet, nous avons avec nous 3 brillants panélistes et je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent. Alice, bonsoir. Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous. Donc, je suis Alice Jubot. J'étais précédemment directrice d'affaires publiques et légales chez Hitch, qui est donc un de ces nouveaux marchés de la mobilité, donc là concernant le VTC. Et voilà, j'ai exercé plusieurs fonctions, on va dire, dans l'influence internationale européenne et française. Voilà. Cécile, bonsoir. Bonsoir Bérangère et bonsoir à tous. Cécile Panassac, je suis avocate au barreau de Paris, associée dans un cabinet qui fait beaucoup de droit public et beaucoup de conseils aux collectivités locales dans les domaines des transports, des mobilités, du stationnement, de la logistique urbaine. Voilà, donc j'ai plutôt le versant gouvernance, service public par rapport à Alice. On est assez complémentaires, je pense, sur le sujet. Merci, bienvenue. Et puis, bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Eh bien, moi, je suis plutôt technicien, ingénieur, mais aussi entrepreneur, consultant, et j'interviens beaucoup dans le domaine de la Smart City et qui englobe aussi la question des mobilités. Voilà, en 2 mots. Donc, je vais laisser Gilles prendre la main pour essayer donc de traiter ce sujet et de parcourir un petit peu toutes les thématiques que l'on souhaitait voir. Parfait. Alors, quand on parle de mobilité ce soir, hein, mais en fait, la question à se poser en premier lieu, c'est pourquoi on parle de mobilité et pas simplement de transport. Parce que, en fin de compte, la plupart du temps, quand on parle de mobilité, on parle de transport ou de moyens de transport. Ben, quelle est la différence entre tout ça? Est-ce que c'est juste une manière un peu chic et différente de parler des mêmes choses, ou est-ce qu'il y a vraiment des paradigmes différents qui se cachent derrière? Alors, la question, c'est la principale différence qu'il faut garder en tête, il me semble, c'est que la mobilité se rapporte à la question du pourquoi plutôt que du comment. Pourquoi est-on amené à bouger? Pourquoi est-on amené à faire bouger des marchandises? Pourquoi est-on amené à faire bouger des personnes? Et pourquoi est-on amené à tous s'entasser sur les mêmes routes aux mêmes heures et y passer des temps pas possibles? Alors, c'est une question d'accès, en fait. La mobilité doit se prendre en compte comme étant un accès à des biens non colocalisés. C'est une marchandise, c'est mon lieu de travail, c'est des relations sociales, des loisirs, de l'éducation, etc. Donc,
Cette différence, elle n'est pas simplement théorique, elle est aussi extrêmement importante lorsqu'on parle d'innovation et quand on cherche à trouver des solutions à des problèmes différents. Et l'actualité aujourd'hui nous y amène parce que le télétravail, les livraisons des marchandises, le click and collect, les apéros Skype, etc. Tout ça, en fait, c'est de la mobilité, c'est de l'accès à des valeurs dont on a besoin. Donc, si on veut aller plus loin, l'immobilité physique, c'est aussi une forme de mobilité parce qu'elle nous amène à réfléchir sur 3 flux différents. Et ça, c'est un point, je pense, important. Les flux de personnes, les flux de marchandises et les flux d'informations. Et qui dit flux d'informations, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu ce soir, nous amène à la question des données, de la production des données, leur utilisation, les licences qui régissent l'utilisation, etc. Néanmoins, il y a une acception un peu plus courante de la mobilité par rapport à la capacité d'un système d'usage à fournir des solutions de transport de bout en bout, qu'ils soient intégrés, multimodaux, etc. C'est aujourd'hui la principale attribution des autorités organisatrices de mobilité, excusez-moi, et qui parle en fait surtout de transport intermodal que de mobilité au sens de l'accès, même si on commence de plus en plus à parler de tiers-lieux et de solutions d'immobilité ou de solutions alternatives. Alors, il y a plusieurs questions qui arrivent avec ça. C'est comment on peut arriver à unifier une offre de transport hétérogène avec des nouveaux acteurs qui ont complété le panorama. Et ça a été beaucoup sous les feux de l'actualité récemment, entre acteurs privés et acteurs publics, acteurs du transport privé, du transport public, transport collectif ou transport individuel, transport passif ou transport actif. On a cette nuance qui se superpose, ces 3 dimensions d'un même espace. Et puis, un autre point qu'on a vu apparaître il y a plusieurs années sont les acteurs collaboratifs. Ça a commencé avec le covoiturage, et puis ça a continué un petit peu avec les VTC, qui au début étaient beaucoup moins réglementés et qui étaient plus sur une logique, écoutez, j'ai un véhicule, j'ai du temps pour conduire, je peux vous emmener où vous voulez, quoi. Donc, toutes ces questions, il a fallu faire des nuances, vous en reparlerez peut-être, des nuances quant au cadre légal d'utilisation. Il y a un enjeu qui se pose aussi là-dessus, c'est celui dont on va parler, je pense aussi, celui du Mobility as a Service, qui regroupe toutes les problématiques de fournir une offre de mobilité de bout en bout, de manière unifiée, et alors qui présente la particularité très intéressante d'un point de vue d'usage, c'est d'être complètement centré sur l'expérience utilisateur. Simplifier l'expérience utilisateur, autant en termes de parcours qu'en termes de paiement, qu'en termes d'achat de prestations de mobilité, etc. C'est un domaine qui intéresse beaucoup d'acteurs, en premier lieu les acteurs du transport, bien qu'on puisse se demander, est-ce que les acteurs du transport peuvent être agnostiques vis-à-vis d'une offre masse. Il y a des acteurs indépendants comme Mass Global en Finlande qui offrent des solutions intéressantes et qui commencent à avoir une bonne expérience. Et d'ailleurs, pour ne pas s'y tromper sur l'importance de ça, une compagnie comme Transdev a pris une participation dans cette compagnie. On voit arriver de nouveaux rôles, celui d'opérateur d'information de mobilité, qui n'existe pas aujourd'hui, qui est joué par les opérateurs de transport, mais dont on pourrait souhaiter qu'ils deviennent agnostiques et indépendants des transporteurs pour être complètement neutres dans les solutions qu'ils proposent. On a vu passer aussi, on a vu arriver des solutions qui trouvaient une place, donc qui répondaient à un besoin sans que leur cadre légal et citoyen n'ait été bien défini. Les questions d'usage et de réglementation liées au vélo en free floating ou aux trottinettes en sont un bon exemple. Je pense qu'Alice aura des tas de choses à nous dire à ce sujet. Et puis arrivent d'autres problématiques, comme comment on redonne de la valeur au temps consacré au déplacement. Cette problématique qui paraît anodine, hein, donc qui se résout dans le métro avec un bon bouquin ou avec un bon jeu vidéo sur son smartphone,
débouche aussi sur la question des véhicules autonomes. Il ne faut pas s'y tromper, les véhicules autonomes, ce n'est pas simplement de l'environnement, c'est même pas vraiment de l'environnement, parce que même s'ils sont électriques et si on n'y prend pas garde, on aura des bouchons de véhicules autonomes et propres dans nos villes, tout comme on avait des bouchons de véhicules non autonomes, sales et polluants, comme on les a aujourd'hui. Donc il faut réfléchir à ça. La valeur du temps passé est importante. Et puis il y a un dernier point, et je finirai par ça, c'est on travaille dans le milieu urbain, qui est un milieu à 3 dimensions. Or, on n'exploite principalement que 2 dimensions. Le réseau routier principalement, le réseau ferré, etc. À la fin du 19e siècle, on a commencé à utiliser la 3e dimension avec le métro qui a utilisé l'espace souterrain. Le 21e siècle, on verra l'utilisation probablement du reste de la 3e dimension, la dimension aérienne, avec des véhicules autonomes volants. Donc on commence à beaucoup parler de taxis volants, etc. Voilà, très rapidement le panorama des mobilités telles que je les vois, avec les besoins, les usages, les moyens, les limites, etc. Et peut-être que maintenant, il sera intéressant de se reposer sur ce qui existe en termes de cadre. Donc il y a peu de temps, il y a eu une loi d'orientation des mobilités qui a été votée. Qui s'applique aujourd'hui. Peut-être que cette loi dite l'homme, Cécile et Alice, vous pourriez nous en parler et nous dire ce qui vous semble le plus important dans ce cadre légal. Alors, oui, merci Gilles pour cette introduction très riche, parce que voilà, on voit qu'il y a beaucoup de sujets. Alors, la loi d'orientation des mobilités, bon, elle a été votée il y a presque un an. Elle a un contenu qui est assez vaste, donc on va peut-être, je laisserai la parole à Alice sur certains de ces aspects, parce que en gros, il y a eu tout un volet infrastructure de transport qui vise clairement à décarboner les moyens de déplacement des individus, à sortir du tout automobile, en tout cas du tout diesel, même si voilà, on peut toujours discuter des moyens qui sont mis par rapport aux ambitions, mais en tout cas, il y a cette ambition. Et puis, il y a tout un volet sur ces fameuses nouvelles mobilités, dont on veut, par la loi L'Homme, accélérer la croissance. Et la question, c'est de savoir de quoi on parle quand on parle de nouvelles mobilités dans la loi, parce que la loi L'Homme, elle ne parle pas des taxis volants. Pas encore, ça viendra peut-être. Mais dans les nouvelles mobilités, c'est toujours un petit peu amusant de constater qu'on place quand même les trottinettes et les vélos, qui sont quand même des outils de mobilité pas si nouveaux que ça. Ce qui change, en fait, ce sont les usages, la manière dont ils ont pu être déployés, avec tout cet aspect justement de plateforme. Donc, la loi essaye de réguler par rapport à l'utilisation de l'espace public. Réguler aussi, ça implique d'investir des acteurs de certaines compétences. Donc, c'est le cas des collectivités, des autorités organisatrices de la mobilité que tu nommais tout à l'heure, Gilles. Et puis, il y a tout un volet sur les travailleurs. Là, je vais laisser la parole à Alice peut-être pour parler de ça. Les travailleurs et aussi les données qui sont des aspects très importants de la loi L'Homme. Je te laisse. Oui, tout à fait. Je te rejoins tout à fait, Cécile, sur ce côté un petit peu fourre-tout de cette grosse loi, où c'est vrai que c'est des fois un petit peu difficile de savoir quels outils juridiques on peut vraiment convoquer et mobiliser via cette loi-là. Parce qu'en effet, il y a notamment donc des articles 35 à 48, donc ça fait quand même un beau paquet, qui est dédié à la responsabilité sociale de ces nouveaux acteurs. Et en fait, ce que ça démontre aussi d'un côté, c'est que, comme le disait Gilles au départ, on est quand même sur une loi d'orientation, donc on veut pousser vers. Mais c'est vrai que cette loi-là, on se rend compte aussi que l'usage a souvent précédé en fait la loi. Et on est notamment sur, donc moi pour pouvoir parler du marché du VTC notamment, on a des marchés donc, qui ont été coordonnés et impulsés par des acteurs privés que l'on essaye de réguler a posteriori. Donc, on essaye de trouver un petit peu les moyens en sachant qu'il y avait déjà en amont des réglementations sectorielles. Et là, c'est vrai que la LOM essaye de donner un petit peu une harmonie dans tout ce florilège un petit peu de régulation sectorielle.
Donc, c'est vrai que c'est des fois un petit peu difficile de jauger la temporalité de cette loi, notamment dans son applicabilité, parce qu'une loi reste utile si on peut l'appliquer. Et c'est vrai qu'on voit dans cette loi un petit peu des problématiques liées à cette temporalité-là qui a du mal à être appliquée. On le voit notamment sur cette question de la responsabilité sociale, donc, qui a émergé face à la nécessité de pouvoir garantir des droits aux travailleurs, notamment des plateformes numériques, qui sont à la base des plateformes de médiation, qui mettent donc en lien un utilisateur potentiel avec un travailleur identifié. Or, ces travailleurs sont très majoritairement des indépendants. Donc, on a ce statut d'indépendant qui prend beaucoup de place, notamment voilà, dans cette façon de revoir le code du travail, lié l'interaction avec ce code du transport-là, pour gérer ces nouvelles mobilités, comme le disait Gilles, où voilà, on accède à des biens, à des valeurs. C'est comment on accède à ça, tout en garantissant un certain nombre de droits et protégeant les travailleurs. Avec notamment, là, comme je vous le disais, par rapport à cette temporalité-là, une difficulté où on le voit bien, où en fait, on a la loi, mais en même temps, dans cette loi-là, on parle de responsabilité sociale via un nouvel outil, la charte, mais on dit que tout ce qui est lié au rapport et au dialogue social va se faire par un travail d'ordonnance, donc a posteriori de la publication de la loi. Donc on se demande un petit peu comment on va concerter les gens, comment on va pouvoir produire finalement une palette de droits qui va être utilisable et utilisée par tous les opérateurs. Donc c'est pour dire un petit peu la complexité quand même de cet exercice qui nécessite voilà, beaucoup de la mobilisation de beaucoup d'acteurs et une certaine harmonie globale qui n'est pas forcément évidente à atteindre. Et concernant les données, là aussi c'est assez archétypique de ce que racontait Gilles, dès lors que là on a tout ce thème de l'open data, donc qui a émergé déjà de plusieurs directives dédiées au niveau européen et qui ont fait l'objet de règlements pour leur application et transposition en droits nationaux. Et là, en fait, donc, on est sur l'application via la loi LOM, donc de la 3e directive au niveau européen sur l'open data. Et donc là, en fait, on voit déjà la nature de la donnée qui est envisagée autrement. On ne parle plus seulement de données statiques, donc à savoir, on aura un site avec des points d'arrêt de bus et des horaires qui resteraient donc des valeurs fixes, avec tout ce qui est valeur dynamique. Donc là, c'est vraiment à l'usage. Qu'est-ce qui se passe pour justement la perturbation du trafic, le passage en temps réel de mon bus, et non plus seulement l'arrêt auquel je peux aller. Et donc là, on a voilà, toute cette nouvelle mouvance et ce nouveau paradigme de comment j'accède au service via la donnée. Et donc là, il y a au-delà de toute la protection via le RGPD, tout ce qui est protection des données, on a vraiment, dans la loi LOM, essayé justement de trouver des moyens pour, exactement ce que disait Gilles tout à l'heure, unifier une offre qui est du coup hétérogène. Et donc, ce qui est assez intéressant notamment, c'est que là aussi, les points d'accès ont intégré aussi, par exemple, pour les véhicules électriques, donc là aussi, notre dimension liée à la transition écologique. Et on essaye d'avoir via le PAN, le point d'accès national, qui doit être un intermédiaire qui est posé par l'État pour gérer toutes ces données-là, donc une tierce partie qui doit garantir un petit peu l'impartialité du jeu, avec donc un point d'accès qui sera l'intermédiaire justement pour tous ces AOT, donc les autorités organisatrices du transport, et pour tous les MAS, donc les Mobility as a Service, donc là aussi qui est un nouvel outil extrêmement intéressant parce qu'on n'est plus seulement sur l'information, mais aussi sur la vente du transport. Donc avec voilà, ce point d'entrée là qui soit fixe pour l'utilisateur, lui-même qui remonte à ce point fixe du PAN, donc du portail étatique, avec une publication des données qui soit relativement actualisée. Donc là, on est en train de se poser le comment on va faire ça et qui va pouvoir le faire. Donc les autorités, notamment par exemple la région Île-de-France, est en train de monter un MAS pour réfléchir au comment on va faire ça. Et exactement ce que disait Gilles, c'est que là, le problème, on n'a pas encore trouvé d'acteurs qui soient totalement agnostiques et qui soient vraiment des tierces parties qui puissent garantir qu'il n'y ait pas des intérêts privés qui prennent le dessus. Donc là, voilà, on en est quand même à une phase. Les idées sont posées, on est encore sur l'orientation, mais à voir comment ça va se décliner de manière opérationnelle, il y a encore du chemin.
je pense. Si je peux me permettre de compléter un petit peu, Alice, effectivement, c'est la base, c'est la fondation du besoin et qui justifie après toutes les solutions qu'on va pouvoir imaginer sur le Mobility as a Service. Mais on n'a pas encore résolu ce problème-là, qu'on voit déjà arriver des tas d'autres questions qui sont beaucoup plus liées à l'usage et aux besoins, comme certaines restent liées au transport, par exemple, comme des questions d'affluence des moyens de transport. On a vu que ça revêtait une importance certaine dans des situations de pandémie, par exemple, mais aussi des données d'usage, par exemple, liées à ce que l'on peut trouver sur le parcours. Et là, la donnée de transport s'ouvre sur la donnée de la ville, et on voit donc une intégration qui va être à prendre en compte. Alors techniquement, même si ce n'est pas immédiat, c'est assez facile. Et j'imagine qu'il pourra y avoir quelques problématiques légales également à résoudre, notamment par rapport à la propriété ou au type de licence et lié à l'hétérogénéité de ces données également. Voilà. Tout à fait, tu as hyper raison, parce qu'il y a le côté, comme tu dis, la fourniture de l'information, et après l'utilisation véritable, et la réutilisation et le recueil de toutes ces informations. Effectivement, on part sur un outil qui est sur l'ordre de la licence de publication. Mais là, voilà, les critères ne sont pas forcément encore définis, étant donné que les structures elles-mêmes en amont ne le sont pas. Donc, mais effectivement, je te rejoins, là, on n'est pas sorti de l'auberge pour tout ce qui est autorisation et autres modalités, parce qu'effectivement, ce partage d'informations peut être critique pour certaines dimensions de sécurité notamment. Ouais. Je pensais à autre chose là, parce que ce que vous êtes en train de décrire, c'est une construction qui est assez impressionnante, même si c'est une construction en termes de droit et un certain nombre de concepts, d'éthique, d'objectifs, d'orientation, puisqu'on parle de loi d'orientation. Effectivement, c'est deux mots qui peuvent être un petit peu pas forcément compatibles, hein. Soit on oriente, soit on décide, enfin je ne sais pas. On a parlé de charte également, et puis on va retrouver d'autres types de droits liés à l'usage, à la civilité, à la capacité d'exploitation et d'usage de l'espace public, etc. Donc ça déborde largement le cadre du transport lui-même. Et ça m'amène peut-être à poser la question à Cécile, en termes de... est-ce que le droit, ça devient un garde-fou? On l'a vu au niveau social. Est-ce que ça peut aussi être un frein à l'innovation? Et je pensais notamment à l'utilisation des drones. Hein. Alors, j'ai envie de te répondre, pas tout de suite sur les drones, mais la LOM, elle s'inscrit quand même dans une évolution qui est là depuis très longtemps. En ce qui concerne le volet nouvelle mobilité, donc on a énoncé les trottinettes, les vélos, l'autopartage, le covoiturage, tous ces nouveaux services de mobilité. On est dans une évolution où déjà les acteurs publics, ils ne se définissent plus comme des autorités organisatrices de transport, mais bien de mobilité. Donc, la LOM, elle s'inscrit dans le fil de cette histoire qui consiste à imaginer d'autres modes de transport que les transports collectifs, justement, comme service public offert aux populations sur les territoires. Et là, on parle bien d'acteurs territoriaux qui voient leurs compétences élargies au fur et à mesure, avec des moyens d'action qui sont clarifiés. Là où le droit est clairement un garde-fou, alors, j'en viens aux drones d'abord. La question des drones, c'est une question intéressante. Excuse-moi, il y avait la question de la mobilité des personnes, et les drones me permettaient aussi de faire une petite digression vers la mobilité des biens. Oui. Oui, parce que les deux sont liés. D'ailleurs, la logistique urbaine fait partie intégrante des compétences des autorités organisatrices de la mobilité. On voit bien qu'il y a une réflexion qui mûrit quand même au fur et à mesure du temps. C'était déjà le cas avant la loi LOM. Là aussi, c'est une évolution qui mûrit petit à petit, mais lentement mais sûrement. Les drones, pour moi, ça me fait penser aux trottinettes. Pardon de faire la comparaison, mais je vois un phénomène un peu équivalent, où on a déjà une innovation technologique, même si la trottinette est très ancienne, il y a une innovation technologique qui est la
trottinettes électriques. Et puis, il y a aussi l'innovation technologique du mobile qui permet de débloquer une trottinette et d'avoir un temps de location et qui soit débité directement sur notre compte bancaire. Donc, ces innovations-là, elles ont été utilisées par des opérateurs privés qui se sont lâchés, enfin, qui ont proposé ce service aux populations, cet outil en ce qui concerne les drones. Et puis, ça s'est développé à vitesse grand V, parce que c'est nouveau, parce que c'est intéressant et c'est stimulant. Mais ça pose un vrai problème de là où le droit doit venir réguler, parce que, soit pour les drones, on n'a pas envie qu'un drone survole notre jardin pendant qu'on se fait bronzer, on n'a pas envie non plus que notre enfant se le prenne sur le coin du nez quand il se promène au parc. Et les trottinettes, on n'a pas envie de se cogner sur une trottinette à chaque coin de rue. Voilà. Donc, toutes ces difficultés, le droit a dû intervenir comme garde-fou. Peut-être trop, peut-être trop tard, peut-être pas assez, on peut toujours en discuter. Mais en tout cas, on a cette idée du législateur qui vient cadrer une activité qui semble nouvelle et un peu trop rapidement, qui déborde un peu rapidement des cadres qu'on connaît. Donc là, oui, le droit, il est clairement en position de garde-fou. Donc, les trottinettes, par exemple, sujet que je connais un peu mieux que celui des drones, on sait qu'à Paris ou à Nantes, tout d'un coup, il y a eu une invasion de trottinettes et on n'avait pas les outils avant la loi LOM et on a eu des réactions différentes. À Nantes, ils ont décidé de saisir toutes les trottinettes et d'interdire purement et simplement les trottinettes en libre service. À Paris, ils ont décidé de plutôt taper au porte-monnaie et donc d'instituer une redevance. Donc les services créés par ces opérateurs pouvaient continuer à exister, mais avec une redevance à verser à la ville. Donc contrepartie de l'occupation du domaine public, puisqu'on est sur du domaine public. Donc ça montre et Nantes, c'était sur le même fondement juridique, qu'on est propriétaire d'un espace public en tant que collectivité et qu'on a donc le droit d'agir sur les occupations de cette propriété publique. La loi LOM, elle est venue cadrer ces interventions en disant voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Aujourd'hui, on a un cadre d'action qui est beaucoup plus sécurisant pour les collectivités qui veulent intervenir et qui permet de développer toujours ces services de mobilité, mais avec un petit peu plus d'assagissement, espère-t-on. Sachant qu'il y a l'assagissement lié aux évolutions du marché lui-même, ça c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, on a en effet le droit comme garde-fou pour répondre à ta question. Et je pense que Alice pourrait nous parler aussi des aspects de la loi LOM qui ont permis de cadrer justement les droits des travailleurs, ces fameux travailleurs indépendants qui le sont parfois et parfois moins. Et là aussi, il y avait un besoin de garde-fou, de cadrage que la loi LOM a essayé de faire. Je te laisse la parole, Alice. Oui, complètement. Je suis hyper d'accord avec toi. Et le terme, c'est bien, c'est essayer de faire, parce que on n'est pas sur des solutions, honnêtement, qui soient très pertinentes dès lors que on est encore sur un objet qui donne l'impression, notamment pour ce qui est des plateformes, donc qui reste quand même cet acteur nouveau qui prend énormément de place quand même dans ces nouvelles mobilités. On a l'impression quand même que les chartes qui sont demandées aux plateformes sont réalisées de manière unilatérale pour et par les plateformes. Et donc, ça pose là aussi un petit problème de représentativité des travailleurs. Pour autant, c'est aussi nouveau. Donc là, il y a notamment une mission en cours, la mission qui est gérée par M. Frouin, un ancien président de la Chambre de cassation niveau social, qui pose cette question-là qu'on n'avait pas forcément envisagée en amont. Et il y a notamment une question après de relation avec ces travailleurs-là notamment, donc au-delà de ce que j'expliquais tout à l'heure lié à la responsabilité et à la protection des droits, il y a aussi, et dans aussi cette mouvance de comprendre la donnée, il y a aussi qu'est-ce qui est donné par le management algorithmique qui régit les relations commerciales et les relations au final de travail avec utilisateurs et acteurs des plateformes. Parce qu'en fait, on a un problème de lisibilité, notamment du prix. Pourquoi mon prix, quand je commande un VTC ou quelque autre moyen de transport, il va augmenter, il va baisser par rapport à des transports collectifs où il n'y a pas donc de prix fixe. Donc là, on essaye aussi d'intégrer l'aspect dynamique de la donnée aussi pour comprendre le prix. Et après, quand on parle aussi d'indépendants,
le prix de la course n'est pas forcément le revenu qu'a en plus l'indépendant dans sa poche. Dès lors qu'après, on applique des commissions, et selon différents acteurs, les commissions peuvent complètement varier en fonction du moment et en fonction de l'activité globale de la plateforme. Donc, il y a aussi toute cette complexité où, certes, l'homme veut apporter et veut se positionner en garde-fou, mais peut-être, comme on le disait, on touche, via cette loi-là, on veut toucher à tellement d'aspects du droit, que ce soit le droit du travail, le droit commercial et autres, qu'on pense réellement que là, et c'est ce qui est en train d'être fait, notamment via certains décrets, donc les arrêtés qui viennent et autres, on va avoir besoin d'une énorme déclinaison pour rendre véritablement opérationnels certains concepts qui ont été posés, certaines orientations. Mais voilà, on en attend encore de construire les outils qui soient les plus pertinents aux besoins. Je me permets de rebondir. Je crois qu'on est vraiment dans la problématique. C'est-à-dire que la LOM, elle veut faire le garde-fou, certes, enfin, comme le veut le législateur face à toute activité nouvelle qui va avoir des impacts sur l'organisation de la société. Mais il ne s'agit de pas brider les innovations, au contraire de les encourager. Hein. On est clairement aussi dans cette volonté d'encadrer, mais pour encourager finalement. Donc, on veut que ces nouvelles mobilités, que ces nouveaux services continuent de se déployer simplement dans un cadre plus sécurisé pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les utilisateurs, les travailleurs et les tiers, évidemment. Donc, il faut que ce soit… C'est la grosse difficulté du législateur, au final, de où poser ce curseur-là, entre je protège, mais en même temps, je freine pas. Et c'est vrai que ça reste extrêmement complexe, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en même temps, on sent qu'il y a quand même une évolution, notamment dans, je veux dire, la prise en considération aussi des marchés privés qui sont développés. Et il faut aussi, pour le décideur public, le temps de les décoder. C'est à ça, des fois, que servent les lobbyistes, et pas seulement à vendre des armes. Mais bon, ça peut être sympa aussi. Mais de pouvoir donner un avis sur vraiment l'impact véritable d'une loi sur les différents marchés. Et c'est là qu'on a besoin d'une certaine circulation d'informations qui est plus ou moins facile ou difficile selon les marchés. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, Alice, tu utilisais le terme d'outils. Donc, outils juridiques. Moi, je mets ça en parallèle, par exemple, avec les process d'innovation qu'on peut utiliser pour trouver des réponses à des nouveaux besoins, à des nouveaux usages, etc. Et donc, on a tout un processus d'ingénierie technique, d'ingénierie financière quand il s'agit de trouver des business models, d'ingénierie logistique, etc. Est-ce qu'on pourrait parler aussi, j'ai l'impression qu'on pourrait parler aussi d'ingénierie juridique, hein, et que je retrouve dans vos propos la même transversalité, enfin, je devine que la même transversalité des relations entre les différentes parties devrait se mettre en place dans le domaine juridique, comme elle se met en place dans le domaine technique lorsqu'on construit des projets complexes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a, face à cette multidisciplinarité et transversalité de cette grande myriade des nouvelles mobilités, c'est vrai qu'on a toute une palette d'instruments à construire et à mobiliser pour implémenter véritablement les politiques publiques qui donc sont définies par là aussi le politique et le législateur. Donc il y a aussi en plus cette autre dynamique-là à prendre en compte. Et c'est vrai que c'est grâce aussi à le côté, bon, ça fait un peu start-up, mais le côté un petit peu agilité qu'il faut y avoir et détenir un petit peu dans la façon d'envisager les solutions pour répondre justement à ces besoins, à ces usages qui sont posés. C'est vrai que dans ce cadre-là, et notamment quand bien même ce ne sont pas forcément des outils les plus efficaces à ce jour, mais l'utilisation par exemple de ces chartes ou d'autres types d'instruments juridiques renvoie à cette dimension que moi aussi je pense tout à fait prégnante actuellement, qui est cette ingénierie juridique et comment on arrive à mobiliser les bons instruments au bon moment pour les bons acteurs.
Et effectivement, il y a besoin de techniciens du droit. Et Cécile ne me contredira pas, je pense. Voilà, des gens comme Cécile qui puissent voilà, conseiller autant des collectivités que des acteurs pour voilà, savoir quel outil mobiliser à quel moment. Moi, j'aime beaucoup cette expression d'ingénierie juridique parce que d'abord, j'ai l'impression que c'est ce que je fais dans mon travail. Quand je fais du conseil aux collectivités, je suis souvent partenaire avec des économistes, des ingénieurs transport, des experts dans leur domaine et on travaille ensemble pour faire évoluer, pour faire émerger ou évoluer un projet. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être un rouage dans la machine. Et le droit, je pense qu'il faut le voir comme ça, comme un outil. Donc, quand on a des innovations qui surviennent, on a un cadre qui peut être ancien de droit, qui peut être général. Donc, je disais tout à l'heure l'exemple des trottinettes. On a un code du domaine public qui permet voilà, de savoir comment on doit gérer à peu près les grands principes pour gérer le domaine public, le protéger aussi. Mais ça atteint ses limites. Bon, là, on voit bien pour les trottinettes, qui est-ce qui doit payer la redevance? Est-ce que c'est l'utilisateur ou est-ce que c'est l'opérateur? Et comment on fait pour justifier le fondement de demander une redevance à l'opérateur? C'est là que le droit, il doit apporter des solutions pour ne pas brider les innovations et il se conçoit vraiment comme un outil au service de l'innovation dans le cadre du développement de ces projets. Donc, de garde-fou, comme on disait tout à l'heure, mais aussi outils pour permettre le développement des projets. Donc moi, oui, ingénierie juridique, je valide. D'accord. Alors, si on essayait de se projeter un petit peu plus loin dans l'avenir, là, je parlais des enjeux qui nous attendent au XXIe siècle, notamment par rapport aux véhicules autonomes, qu'ils soient terrestres ou aériens. Donc la question, en fait, j'ai plusieurs questions à vous poser à ce sujet-là. Premièrement, c'est pour vous, quelle serait la bonne progression pour faire la bonne progressivité dans la mise en place de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux moyens, pour faire en sorte que le corpus du droit, les nouveaux usages, les nouveaux modèles économiques, tout ça arrive, tout ça se mette en place de manière homogène, de pair aussi avec les questions de sécurité. On ne m'ôtera pas de l'idée qu'avant de faire rouler des voitures autonomes dans un milieu urbain hyper dense, hyper chargé, avec énormément de perturbations, ce serait peut-être plus facile de s'attaquer aux problèmes des longs trajets sur autoroute ou par exemple du fret routier de longue distance ou des véhicules guidés sur rail, train autonome, tramway autonome, etc. Donc cette question d'accompagner une progression sûre des usages. Et puis la deuxième chose, après, à partir du moment où on entre dans des dimensions qu'on ne connaît absolument pas, comme celle des véhicules autonomes aériens, des taxis volants qui nous font tous un petit peu rêver quand même, surtout qu'on voit déjà des choses qui technologiquement fonctionnent. Comment vous voyez l'articulation de ces ingénieurs du droit, n'y voyez là aucune réduction sur l'importance de votre rôle, mais cette ingénierie du droit, comment vous la voyez se mettre en place pour accompagner ce mouvement qui paraît quand même assez inéluctable? La seule chose qu'on ne sait pas, c'est à quelle échéance on y arrivera. Pour essayer de répondre à ta question, moi je pense que le droit, il doit faire partie de la réflexion dès le départ sur les projets d'innovation. Le juriste, en fait, il doit accompagner les techniciens et puis voir justement, au fur et à mesure de la réflexion et de l'avancée du projet, où est-ce qu'il peut y avoir des freins juridiques, ça existe, il y a des obstacles juridiques. Par exemple, sur les autoroutes, c'est quand même très, très réglementé, une autoroute, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a là probablement des freins au développement d'un système de fret, etc. Donc, il faut identifier ces freins pour pouvoir justement soit les mettre de côté, soit qui ne permettent pas de bloquer le développement de l'innovation.
Et il y a peut-être besoin aussi de nouvelles réglementations qui encadrent pour sécuriser l'innovation. Donc, par ces deux aspects, c'est important pour moi que le projet se développe aussi avec le juridique. C'en est vraiment une partie. C'est le cas dans de plus en plus de projets, puisque voilà, comme je l'ai dit, je fais partie d'équipes projets qui souvent essayent de développer des innovations. Et puis les innovations, je voudrais quand même mentionner ça, c'est que l'innovation, elle n'est pas forcément technologique, enfin, même si la technologie, elle est très utile, mais cette agilité, ce développement de services, on peut aussi le retrouver à travers des services très très simples, hein, avec simplement des collectivités, des acteurs publics qui ont une agilité facilitée justement pour mettre en œuvre de nouveaux services. Il n'y a pas que les métropoles, il y a aussi les territoires ruraux avec d'autres problématiques de déplacement. Mais la LOM a essayé aussi de répondre à ces enjeux-là. Donc, c'est très difficile de tout traiter, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais le droit, il peut régler beaucoup de problèmes en amont. Et il y a un problème qui va pouvoir régler en amont, c'est souvent les problèmes de gouvernance, parce que pour le développement de beaucoup d'innovations, on a des problèmes tout simplement de savoir qui peut intervenir. Donc, tu parles du fret sur autoroute, mais on peut parler par exemple du développement des voitures électriques, tout simplement. On pourrait se demander pourquoi les voitures électriques ne se développent pas plus rapidement. Il y a un frein très simple qui est l'absence de bornes de recharge, en tout cas l'insuffisance aujourd'hui de bornes de recharge. Avant d'acheter un véhicule électrique, tout un chacun, on se demande, bah oui, mais comment je vais pouvoir l'utiliser, où je vais pouvoir le recharger ailleurs que dans mon garage. Si j'ai un garage. Si tu as un garage. Il faut pouvoir le garer sur l'espace public ou trouver des stations-service d'électricité, comme on a un réseau de stations-service pour l'essence, etc. Donc ça demande, ce n'est pas les constructeurs automobiles qui vont le faire, ça demande de réfléchir aussi à quelle est la rentabilité de l'opération. C'est aussi la question des réseaux, hein, donc les infrastructures de réseau qui sont nécessaires pour développer des mobilités. Et là, on a des questions de gouvernance qui se posent, de savoir qui doit s'en occuper, qui doit financer, et pour qui, pourquoi, pour quel usage, sachant qu'on a une pluralité d'acteurs privés et publics avec des normes à mettre en place, puisqu'il faut que les recharges soient identiques pour tout le monde, etc. Donc là, on est en plein sur des problématiques qui nécessitent vraiment de l'ingénierie juridique au sens très large, donc y compris de gouvernance, qui peuvent accompagner vraiment, voire impulser le développement de nouveaux services de mobilité. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Oui, très très bien. Et ça m'amène une autre réflexion qui est celle de dire, et pour combien de temps le fait-on? Parce que ce qu'on voit arriver, moi je le vois avec mon petit œil de technicien, on développe des véhicules électriques avec des grosses batteries très lourdes qui mettent très longtemps à recharger, et déjà on imagine, pour pallier tout un ensemble de difficultés techniques, notamment de réseaux électriques et d'alimentation, de pics de consommation, etc. On imagine que assez rapidement des véhicules à hydrogène sur la base de piles à combustible vont assez rapidement prendre le relais. Donc, est-il rentable de mettre en marche toute cette cavalerie et de développer toute cette infrastructure si dans 15 ans ou dans 10 ans ou peut-être même avant, eh bien, on a trouvé quelque chose qui rend complètement obsolète ces nouveaux moyens de transport complètement électriques. Je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse, mais c'est une réflexion qui me vient. Je ne sais pas si vous avez à réagir dessus, si vous avez des réactions. Si, moi je suis bien d'accord avec toi, je l'avais vu notamment dans une réunion un petit peu lunaire où donc il y avait plusieurs ministères qui représentaient donc différentes thématiques qui donc devaient parler notamment des véhicules à l'hydrogène. Et donc il y avait un représentant autoproclamé de chauffeur VTC qui avait décrit en fait, lui il avait bien voulu se mettre à l'hydrogène, mais en fait s'il y avait un problème sur une voiture à hydrogène, le temps de livraison constructeur était de 6 mois. Donc, comment on peut gérer une activité sans avoir anticipé en amont toutes ces problématiques-là sur une temporalité qui soit assez intéressante?
Et pour rebondir aussi à ce que ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au type d'innovation, ce que tu disais Cécile aussi, que je trouve hyper intéressant, c'est vrai que l'innovation, c'est pas non plus seulement le domaine de technique ingénieur et disons opérationnel de la chose, mais il y a aussi tout ce qu'on voit lié à l'innovation publique, à l'innovation sociale, à trouver en fait d'autres modes et d'autres façons de faire un objet public qui soit acceptable et accepté par tous, quid des intérêts qui soient eux-mêmes publics ou privés. Et c'est vrai que là aussi, c'est le droit à cette valeur-là aussi de se positionner en amont pour anticiper tout ça un petit peu. Comme le disait Cécile, d'envisager autant les acteurs et les pratiques de ces acteurs pour anticiper après au comment véritablement on peut faire lever ces points de blocage et trouver des viviers aussi d'amélioration de la faisabilité d'une innovation. Parce que c'est un petit peu dans la même mouvance que le droit qui doit être applicable, une innovation. On a dans ce ressenti-là qu'on a envie que ça existe et que ça puisse arriver. Donc c'est assez intéressant comme rapport aussi. Très bien, merci. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait donner la parole à quelques participants s'ils souhaitent poser des questions ou apporter des précisions peut-être, ou faire part de leur retour d'expérience. Hein. Sur ta question, Gilles, moi, en attendant que peut-être quelqu'un pose une question, j'ai envie de parler aussi à quel point le droit peut aussi être innové et au service des mobilités notamment, mais pas seulement. On a plein d'outils, on a besoin d'initiatives, à mon avis, publiques, dans beaucoup de cas, de financement public, de soutien public pour développer des nouveaux services. Donc, les opérateurs privés, ils ne vont pas pouvoir tout faire tout seul parce qu'il y a des tas d'investissements. Je parlais tout à l'heure des infrastructures de recharge des véhicules électriques. On est sur de l'infrastructure de réseau où on a un problème, on ne sait pas qui va pouvoir le faire, à la demande de qui, comment, etc. On a des collectivités, des acteurs publics qui ont su faire preuve d'initiative et donc de développer des partenariats avec des industriels pour développer justement des innovations techniques, technologiques. Et là, ça permet justement à l'acteur privé d'avoir un cadre financier, mais aussi de perspective de clientèle finalement, parce que le public reste quand même le premier client en matière de transport. Des perspectives qui peuvent lui permettre d'investir, des investissements publics qui soutiennent son action privée, et c'est comme ça qu'on a pu avoir des bus, par exemple, des bus électriques, grâce à des partenariats d'innovation. Donc tout ça sont des choses qui existent, qui ne demandent qu'à être mises en œuvre. Donc ça nécessite par contre vraiment qu'il y ait un dialogue, du travail collectif, et que le droit, encore une fois, soit complètement intégré depuis le départ. Alors, je cite parfois l'exemple, c'est un peu connexe par rapport aux questions de mobilité, mais quand même, vous savez, aujourd'hui, il y a des zones de faible émission dans les grandes métropoles pour limiter les déplacements des véhicules les plus polluants. On a des vignettes qu'on a tous mis sur nos voitures, pour ceux qui ont des voitures. Et ça, c'est quelque chose que l'Europe demandait à la France depuis très longtemps, parce qu'on est un très mauvais élève en matière de qualité de l'air en France. Et ça fait très longtemps qu'on avait des textes de loi qui disaient aux collectivités, allez-y, expérimentez, on peut faire, à l'époque, on appelait ça des APA, des zones pour la protection de l'air. Et à l'époque, certaines collectivités ont essayé de le faire et se sont heurtées à un problème assez basique dans la mise en œuvre, c'est qu'il n'existait pas de panneaux de signalisation. Donc, on ne pouvait pas mettre en place une réglementation qui limitait la circulation de certains véhicules dans un certain périmètre si on n'a pas une signalisation qui va avec. Et donc ça, il a fallu attendre un peu avant que les différents acteurs se réveillent et puis mettent en place tout simplement le panneau qu'aujourd'hui on connaît, qui permet d'appliquer une règle. Donc, c'est
ça nécessite vraiment beaucoup, beaucoup d'allers-retours et le droit en fait partie au même titre que pour innover. Je pense que les ingénieurs tâtonnent, font des erreurs, reviennent en arrière pour mieux repartir. Donc le droit, c'est pareil, mais c'est bien de faire ces allers-retours en même temps que, que les ingénieurs techniques et que les économistes et que tous les investisseurs, parce que ça fait quand même gagner du temps. Ça évite de retarder trop les projets. Donc, travailler ensemble et anticiper. Oui. Très bien. Je pense qu'on a une question de la part de quelqu'un dans l'audience qui demanderait, pensez-vous que les taxis volants verront le jour un jour? Je peux déjà répondre d'un point de vue du point de vue de l'ingénieur. Ils ont déjà vu le jour, donc ils existent déjà. Et donc ils volent, ils sont capables d'emporter des gens, des marchandises, etc. Donc à ce niveau-là, il y a plusieurs très très beaux projets qui existent, qui lèvent des fonds. Donc il y a des investisseurs qui s'intéressent de très près au sujet, donc ça existe déjà. La question qui peut se poser, c'est quand est-ce qu'on les verra opérer un jour. Et moi, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'on les verra opérer le plus rapidement possible. Le plus rapidement. Il semblerait aujourd'hui que certains pays sont plus volontaristes que d'autres, alors pas parce qu'il y en a qui traînent les pieds et puis d'autres qui sont extrêmement volontaires, mais probablement que dans certains pays, c'est plus facile que dans d'autres, à la fois pour des questions de tissu urbain, de tissu d'habitation qui est peut-être plus facile à gérer pour interagir avec ce nouveau type de véhicule, et puis aussi dans des lieux dans lesquels la législation se met en place plus rapidement que dans d'autres, parce qu'il y a un petit peu moins d'acteurs à mettre d'accord. Donc je pense par exemple aux pays du Golfe, où aujourd'hui, parmi les initiatives les plus avancées dans ce domaine, on va retrouver par exemple les Émirats arabes unis. Voilà. Je ne sais pas je n'ai pas d'informations très précises sur ce qui se passe en Chine, mais ça n'a pas forcément l'air d'être beaucoup plus rapide que chez nous. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de voir un challenger, on va dire, qui va probablement se lancer parce qu'il arrive à réunir toutes les conditions sur un territoire assez petit et extrêmement agile. Et puis, ça fera de l'expérience pour d'autres. Alors après, d'un point de vue dans nos environnements nationaux et européens, je ne sais pas, je vais laisser Cécile et Alice répondre, peut-être leur demander leur avis. Il y a certainement beaucoup de freins en droit au développement des taxis volants, c'est certain. Mais je pense que les freins juridiques, ils sont beaucoup des freins liés à la sécurité, hein, et que là, voilà, c'est le bon exemple. Ingénieur technicien et ingénieur technicien juridique pourraient travailler ensemble pour lever ces freins au fur et à mesure, liés, à mon avis, essentiellement à la sécurité. C'est sûr que ça pose quand même des questions. Je sais que, alors c'est peut-être pas un parallèle très judicieux, mais il y a quelque temps, on s'est posé la question des téléphériques dans les villes, parce que finalement, c'est pratique en effet le transport aérien, mais on n'envisageait pas encore technologiquement les taxis volants, donc on envisageait des infrastructures assez lourdes, mais qui permettent aussi d'avoir cette sécurité quand même du guidage des trajectoires. Mais bon, ça pose quand même d'autres problèmes de sécurité, d'autres problèmes d'investissement aussi qui sont quand même pas les mêmes. Mais c'est des projets qui ont pu, pas forcément voir le jour, mais en tout cas occuper certains acteurs urbains pendant plusieurs années. Et pourquoi pas, ça aurait pu. Donc en tout cas, c'est des pistes qui vont intéresser tous les acteurs. Et il y aura des freins à lever, il va falloir y travailler si on veut que ça se développe. Il y a des nouveaux acteurs aussi qui vont rentrer sur la scène. Si on prend le cas des véhicules autonomes terrestres, tout simplement, tous les acteurs qui produisent de la cartographie, donc qui produisent de l'information qui doit être réutilisée après par ces
nouveaux moyens de transport, deviennent des acteurs importants et prennent une part de responsabilité dans le bon fonctionnement, donc pas qu'une responsabilité technique, mais aussi une responsabilité juridique. Si une carte est erronée, quelle est la responsabilité de l'éditeur de la carte numérique qui a été utilisée? Et donc, la responsabilité des fournisseurs d'algorithmes aussi est quelque chose qui est intéressante, parce qu'aujourd'hui, même si les constructeurs automobiles intègrent des fonctions d'autonomie dans leurs véhicules, la plupart du temps, ils la sous-traitent à d'autres acteurs qui sont très peu nombreux d'ailleurs, et qui fournissent l'algorithmie nécessaire. Voilà, donc faire rentrer ces nouveaux acteurs dans le jeu de l'ingénierie juridique me semble aussi quelque chose d'important, enfin, de bien les identifier. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ou Gilles, peut-être tu voulais conclure En deux mots, en fait, ce que j'ai appris lors de la préparation de ce panel et lors de son déroulé, c'est cette notion d'ingénierie juridique en fait, qui est extrêmement important et que je rapproche énormément des pratiques d'innovation qui sont les miennes, de celles que je mets en œuvre. Donc, cette vision transverse et collaborative avec d'autres corps de métier qui probablement devrait être beaucoup plus courante et beaucoup plus automatique en fait qu'elle n'est aujourd'hui. Donc ça, c'est probablement ce que je retire de plus important pour ma part. Alice? Moi aussi, Gilles. Ça serait super si on travaillait tous ensemble. Je vois que dans les participants, il y a Cécile Théard-Jalut aussi. Ça fait partie des sujets sur lesquels on avait pu discuter. Donc je pense qu'on doit être assez réceptive à ces sujets-là aussi. Parfait. Merci à tous en tout cas. Cécile, un petit mot? J'ai été très contente de participer à cette réflexion, d'avoir ces échanges. Le petit mot, c'est qu'en fait, on a parlé de sujets qui sont extrêmement variés et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver un fil conducteur dans tout ça, entre le vélo en milieu rural et puis le taxi volant. Et pourtant, il y a un lien, en effet, c'est le droit. Le droit, c'est quand même ce qui permet les interactions sociales de manière sécurisée, hein, pour tout le monde, pour tous les acteurs. Donc, il faut le voir comme ça. Le droit, c'est une sécurité. C'est ce qui permet de développer les innovations en toute sécurité, de garantir aussi les libertés, c'est une forme de sécurité. Donc, je pense qu'en tant que juriste, on peut être fier de participer à ça. Merci Cécile, merci pour cette très belle conclusion à tous et merci à notre e-public de ce jour et à nos partenaires, l'informaticien et le village de la justice. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain panel. N'hésitez pas à nous suivre sur les liens indiqués dans le chat. Et on vous dit tous à très bientôt. Et merci encore pour ce soir. Merci Bérangère. Merci Bérangère. Merci Bérangère. Au revoir.